Le RHDP, toujours maître du jeu à l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir se taille à la majorité des sièges avec 137 députés élus. Il est suivi par la coalition PDCI-RDA-EDS créditée de 50 sièges. Dans l'ensemble, l'opposition s'arroge 91 députés quand les indépendants obtiennent 26 sièges selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale indépendante. Pour les femmes, la révolution n'a pas eu lieu malgré la nouvelle loi sur la représentativité. Seulement 32 femmes sur 254 élus, soit 12%, très loin des 30%. Quelle analyse déduire de ce scrutin? Quelles sont les nouvelles forces en présence? Quel jeu politique ou démocratique pour cette nouvelle législature? C'est de toutes ces questions et de bien d'autres encore que nous débattrons au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur RTI 1. Avec nous en plateau, 4 invités. Dr Bangali Nyangoran, il est enseignant-chercheur à l'université Lorounion-Guédé de Daloa, également analyste politique, tout comme Sylvain Nguessan, directeur du centre de l'Institut de stratégie d'Abidjan. À leur côté, 2 confrères, Élisée Boloube et Félix Dibi-Bonnet. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, plusieurs missions d'observation se sont déployées sur l'ensemble du territoire depuis la campagne jusqu'au jour du scrutin. Toutes ont observé un scrutin apaisé et transparent, avec tout de même quelques incidents, mais minimes. Je vous propose de les écouter. Nous avons remarqué que cette élection s'est déroulée dans le calme, dans la sérénité, et dans un contexte politique où il y avait une volonté réelle de tous les acteurs politiques d'apaisement. Et ça ne s'est pas démenti. Donc le 6 mars, les élections se sont globalement bien passées. On a relevé ici et là quelques incidents, mais qui n'ont pas eu un impact ni sur l'intégrité du scrutin, ni sur sa transparence, ni sur sa régularité. Le personnel des bureaux de vote était présent dans tous les bureaux de vote. Dans tous les bureaux de vote visités, la présence des représentants des différents partis était effective. La mission a donc noté la présence discrète des forces de défense et de sécurité dans les centres de vote qui ont maintenu l'ordre dans le respect des droits humains. D'une façon générale, la mission de la CEMAC note le caractère transparent observé dans la conduite des opérations de dépouillement, de décompte et d'annonce des résultats partiels sur les lieux de vote en présence des représentants des candidats et des observateurs électoraux. Aucun incident de nature à perturber la sincérité du vote n'a été constaté par les observateurs de la CEMAC. Nos équipes d'observateurs ont suivi toutes les phases des scrutins allant de l'ouverture des bureaux de vote à la proclamation des résultats en passant par le déroulement des votes et le dépouillement des bulletins. Les coordonnateurs ont assisté à la compilation de ces résultats dans les bureaux de vote et les CEI locales. Ces élections législatives du 6 mars 2021 se sont déroulées dans un contexte général apaisé, marqué par de nouvelles alliances entre forces politiques. En effet, toute l'opposition s'est résolue à prendre part aux élections législatives à l'effet de contrôler l'Assemblée nationale et d'user du pouvoir législatif pour constituer un contrepoids. La Fondation Djigui a observé une couverture médiatique riche, variée et équitable. Le scrutin et la campagne ont été couverts par les médias nationaux et internationaux de manière convenable et déontologique. Toutefois, la Fondation a noté avec regret le faible taux de participation des femmes malgré les dispositions définies dans le protocole de Maputo. Les législatives du 6 mars 2021 interviennent dans un climat relativement apaisé. La POEC a constaté avec satisfaction et de manière générale que la campagne électorale s'est déroulée dans le calme, la sérénité, le code de bonne conduite signé par les partis politiques ainsi que les candidats a été globalement respecté. Dans 185 bureaux de vote sur 200, les 3 agents étaient présents dans tous les bureaux de vote. L'une a été montrée vide. Elle a été montrée scellée dans 200 bureaux de vote observés. Il y avait de l'encre indélébile.
et un kit d'authentification biométrique dans le bureau de vote observé. Par ailleurs, nos observateurs ont constaté que l'isoloir était placé de manière à assurer le secret du vote dans 100% des bureaux de vote observés. Concernant la sécurité, les agents de force de l'ordre étaient présents dans les bureaux de vote observés. Alors, on a écouté tour à tour la mission d'observation de l'UIA, celle de la CEMAC, le Conseil national des droits de l'homme, la Fondation Digui et la POESI. Il y a eu bien sûr d'autres missions en dehors de celles-là. Toutes disent la même chose, un scrutin apaisé et transparent. Sylvain Nguessan, c'est à croire que le premier enjeu de ce scrutin était d'ordre sécuritaire. Oui, mais d'abord, il faudra reconnaître qu'en organisant cette élection, nous obéissons d'abord à notre Constitution, qui prévoit le renouvellement du personnel du pouvoir législatif selon une certaine durée. Donc, depuis le mois de décembre, il revenait aux institutions en place d'organiser cette élection en vue de renouveler le personnel, pour parler ainsi du pouvoir législatif. L'enjeu, donc, après cette présidentielle, dont nous avons tous vu les conséquences, dans diverses localités, c'était de voir si les Ivoiriens étaient capables de compétir sur le terrain politique sans recours à la violence. Fort heureusement, dans la quasi-majorité des localités, des circonscriptions, il n'y a pas eu d'acte de violence. Personnellement, j'ai eu à sillonner diverses localités, à Beauville, Divo, Gagnoa, Soubré, San Pedro, Diokwe, Man, San Pedro, Boaké. J'ai vu avec grand plaisir des équipes différentes se rencontrer dans les rues, se chahuter et puis se dépasser. Des équipes de candidats. Les équipes de candidats se rencontraient dans les rues, se chahuter, se dépasser. C'était vraiment intéressant à voir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, jusqu'à la proclamation des résultats par la CEI, il n'y a pas encore eu, bon, en dehors de Port-Boué, certainement d'autres localités, il n'y a pas eu d'acte de violence en tant que tel. C'est à saluer, c'est dire que nous aussi en Côte d'Ivoire, nous sommes capables d'organiser une élection sans qu'il y ait mort d'homme. Nous aussi, nous pouvons être un exemple de gouvernance, d'organisation d'une élection, que compétir sur le terrain politique ne revient pas forcément à susciter des actes de violence avec comme bilan mort d'homme. C'est à saluer, c'est certainement le signe de la maturité de notre classe politique et aussi de la population électorale. Alors, Félix Boni, qu'est-ce qui a prévalu à cette accalmie-là? Il ne faut pas oublier le dialogue qui a eu lieu avant ces élections, qui a porté ses fruits. Ça veut dire que lorsque le dialogue il est sincère et que les acteurs de ce dialogue ils vont avec le cœur en pensant à l'intérêt général, on arrivera toujours à relever la tête et à relever des défis comme ce qu'on vient de relever, parce que là, la Côte d'Ivoire vient de relever un grand défi. C'est la première fois que notre pays organise une élection avec la participation de toutes les forces politiques. Et on craignait que l'enjeu ne tue le jeu démocratique, la volonté pour les uns et les autres de gagner, c'est-à-dire l'opposition qui tenait coûte que coûte à contrôler le Parlement, le pouvoir qui voulait confirmer sa victoire du 31 octobre et éventuellement avoir les manettes nécessaires pour pouvoir gouverner sans être gêné. On craignait vraiment que l'enjeu tue le jeu et heureusement, le jeu électoral a été effectivement très apaisé et calme, à part les quelques échauffourées qu'on peut minimiser. Il ne peut pas avoir de compétition sans qu'il y ait quand même des échauffourées. On a connu pire que ça. Et vous voyez, au moment où on a des situations un peu compliquées dans des pays qui sont considérés comme les modèles de démocratie en Afrique de l'Ouest, vous savez tout ce qui se passe actuellement au Sénégal. Nous savons également ce qui se passe au Bénin, qui organise ses élections présidentielles en avril prochain. C'est en ce moment que la Côte d'Ivoire, qui était stigmatisée comme le mauvais élève en matière électorale, montre un beau visage qui nous ramène dans le giron des États qui savent effectivement surmonter leurs différences pour pouvoir, j'allais dire, construire une nation plus forte. Et cette élection législative va consolider davantage, j'allais dire, le processus de réconciliation et d'apaisement en Côte d'Ivoire. Alors, il n'est pas trop tôt pour se considérer comme une bonne élève de la démocratie? Je pense que c'est déjà un bon premier pas. Quand vous avez un élève, un enfant qui est toujours dernier, qui finit par un jour se rapprocher du premier rang, ça veut dire qu'il faut l'encourager. Je pense que c'est un exemple qui va se multiplier. Je pense que ça participe de la maturation politique. Je suis persuadé que tout un chacun, chaque Ivoirien dans son salon, qui est en train de nous suivre aujourd'hui, applaudit de ses deux mains, qu'on a pu organiser une élection sans qu'on entende un mort, encore moins un blessé, encore moins un mort. On n'a eu ni de mort, ni de blessé quelque part. C'est vrai, on a eu
le cas des blessés de Port-Boué qui étaient des blessures mineures. On n'a pas eu de cassures, d'incendies, de flammes, de pneus sur les rues. On n'a rien détruit, on n'a même pas déchiré, on n'a pas eu d'urne portée sur vélo ou sur la tête. Ça, je crois que la Côte d'Ivoire est en train de grandir démocratiquement. Alors, docteur Bangali, dites-nous, en dehors de la sécurité, quels étaient les autres enjeux de ce scrutin-là? L'enjeu majeur de ce scrutin, c'était surtout le retour dans le jeu politique d'une fraction de la classe politique, d'une partie de la classe politique qui s'était un peu reléguée à la marge de la compétition du point de vue des élections. Et c'était l'enjeu majeur parce que le président l'a d'ailleurs affirmé après s'être acquitté de son devoir de vote. Il a eu à dire que depuis plus de 20 ans, ce sont les premières élections législatives qui rassemblaient toutes les formations de la classe politique ivoirienne. Donc c'était l'enjeu majeur de réussir donc ce retour en douceur dans le jeu politique ivoirien de la classe politique. Sinon, une fraction de la classe politique s'était retirée après le contentieux de 2010, notamment la fraction pro-Gbagbo, qui est revenue dans la compétition. Et aujourd'hui, on a cette impression d'avoir affaire à une compétition, je dirais, qui est plus représentative de ce qu'est la Côte d'Ivoire politique. Et donc, aujourd'hui, c'était l'enjeu majeur. Mais au-delà de cela aussi, il y avait ça, c'est l'enjeu majeur national. Il y avait un enjeu aussi pour le parti au pouvoir. Il y avait la nécessité, sinon l'obligation de confirmer la légitimité du président. Vu les conditions dans lesquelles les élections présidentielles se sont déroulées, il y avait là l'occasion pour le parti au pouvoir d'affirmer donc sa majorité électorale. Et cela a été réussi. Pour l'opposition également, il y avait l'enjeu de se repositionner sur l'échiquier politique dans la perspective des différents enjeux qu'il y aura par rapport à 2025. Et donc, à ce niveau également, l'opposition a réussi à se repositionner dans le Parlement. Il y aura une suite, certainement, pendant les élections locales concernant les élections pour la mairie, ainsi que dans les circonscriptions des conseils généraux. Donc, aujourd'hui, que ce soit du côté de l'opposition comme du pouvoir, il y a eu, pour chaque côté, il y a eu une réussite. Il a eu une réussite pour ce qui concerne des objectifs qu'on s'était fixés avant des élections. Et le meilleur, c'est que tout cela s'est passé dans des conditions apaisées. Toutes les missions d'observation qui ont été déployées ont utilisé le même lexique, ont utilisé des mots tels que des élections apaisées, des élections dans une atmosphère de paix, convivial. Il est clair que dans certaines circonscriptions où il y avait une sorte de derby électoral entre deux têtes de liste qui soit s'étaient déjà opposées dans des compétitions passées, il y avait un enjeu de clarification, donc on a senti un peu de nervosité, mais dans l'ensemble, ces élections se sont passées dans une atmosphère apaisée et cela est à saluer. D'accord. Alors, Élisée, comment vous avez apprécié le ton de cette campagne-là? Au travers de votre question, avant que je ne puisse répondre, vous me permettrez pour quelques instants que je me départisse en fait du vêtement de journaliste pour revêtir vraiment celui des citoyens et dire honnêtement que c'est un citoyen très fier que je me retrouve sur le plateau à commenter ces législatives-là. Faut dire que quand on sort des présidentielles que nous avons vues en octobre 2020 et qu'on se retrouve à des législatives pareilles, il y a de quoi, en tant que citoyen, être fier. 3 mois après. 3 mois après à peine. Il y a de quoi être sincèrement fier. Moi, je voudrais sincèrement dire merci. Et ça, je le dis du plus profond de mon cœur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment pas dans le manteau de journaliste, mais en manteau de citoyen, dire merci aux acteurs politiques. Aux acteurs politiques qui ont fait preuve de responsabilité et qui ont prouvé que lorsqu'on se parle, comme pouvait le dire tout à l'heure mon confrère, lorsqu'on se parle, on arrive à lever des barrières et on peut toujours éviter des situations qui pourraient nous envoyer vers des catastrophes. Et ça, je voudrais vraiment dire que tout est au mérite de la classe politique ivoirienne. Mais je voudrais aussi saluer la maturité du peuple ivoirien qui est en train de comprendre que les élections, avant tout, restent un jeu desquels on peut sortir et puis continuer à vivre. Il n'y a pas lieu de se donner la mort ni d'aller dans des conflits parce qu'on veut juste avoir le pouvoir ou on veut juste diriger. Et ça, je voudrais vraiment que les Ivoiriens se l'approprient et définitivement restent dans les mœurs des Ivoiriens et qu'on se dise qu'après une élection, il y a la vie et on doit continuer de vivre. Alors, qu'est-ce que vous avez déploré pendant cette campagne-là? À titre personnel, faut dire que ce qui a déploré n'était pas assez, dans la mesure où, comme ont bien pu le dire mes concitoyens sur le plateau, la plupart de la campagne s'est déroulée dans un climat assez apaisé.
Moi, je le dis à titre personnel, ce que j'ai déploré, c'est quelques discours vraiment à relent tribaliste. Moi, je le dis honnêtement, sans faux fuyant, à relent tribaliste qui, moi, m'ont gêné. J'ai estimé que même s'il était intéressant, même s'il était indiqué qu'on était dans une période où les uns et les autres pouvaient dire ce qu'ils pensaient juste pour appâter des populations, mais il y avait des limites. Il y a des propos qui, pour moi, sont sortis vraiment du contexte électoral et que je juge tribalistes. Vous parlez de l'ex-ministre Lida Kwasi. Oui, pareil, de ce qu'il a pu dire. On nous a signifié aussi qu'en dehors de lui, il y a certains qui ont tenu ses propos. On n'a certainement pas été, ça n'a pas suffisamment été médiatisé comme pour lui, mais dans d'autres endroits, notamment vers Séguéla et dans d'autres localités aussi, où des propos pareils ont été tenus. Et je tenais vraiment à déplorer cela. Il faut que nos acteurs politiques comprennent que la politique peut se faire autrement. On n'a pas besoin d'aller dans, disons, des conflits tribaux pour pouvoir opposer des populations. Tenir ce genre de langage, ça n'a vraiment pas, ça n'a pas d'utilité en fait. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense qu'au regard de la suite qui a été donnée à ces propos-là, ils auront compris que les Ivoiriens ne sont plus preneurs en fait de ce genre de discours, qu'ils veulent tourner la page, ils veulent aller de l'avant. Parce qu'en réalité, nous sommes à une étape où il faut construire une nation. Il faut qu'on sorte de l'aspect État pour construire une nation. Et construire une nation, ça veut dire que chacun de nous doit comprendre que quelle que soit la portion de terre où il se trouve dans ce pays-là, il est chez lui. Ça, oui. Il faut qu'on le comprenne. Alors, oui, allez-y. Je vais appuyer ce que Élisée vient de le dire tantôt parce que... Alors, moi, je vais plutôt vous demander, qu'est-ce qui peut pousser un homme politique à tenir ce genre de propos? Mais j'appelle ça des dérives langagières et de la culture politique, parce qu'un homme politique, c'est avant tout celui qui connaît la politique, c'est-à-dire le métier qu'on exerce, et il faut le connaître pour l'exercer dans les règles de l'art. Les dispositions de la Constitution ivoirienne, ou pour ne pas dire le code électoral ivoirien, sont clairs sur si les auteurs de ces discours connaissaient effectivement les dispositions de notre constitution, de notre code électoral. Oui, en matière d'élection, ouais. Ils n'auraient jamais tenu ce genre de propos. Mais je vais donner quelques exemples. Le bastion du PDC-RDA aujourd'hui, au sortir de ces élections législatives, quand on sort du Vébaoulé, c'est la Nawa. On va arriver au bastion. Oui, je suis en train de raisonner sur les discours. C'est la Nawa. Mais dans la Nawa, quand vous arrivez dans la zone de la Nawa de Soubré, la zone forestière, les parents baoulés, qui sont de grands producteurs de cacao, c'est eux qui constituent le gros électorat des candidats du PDCI dans cette zone. Et quand vous arrivez dans cette zone, le député du PDCI, pendant combien d'années, peut-être qu'il a été réélu, s'appelle Aka Hervé. Mais Aka Hervé, ce n'est pas un nom de San Pedro, ce n'est pas un nom koumen, hein? C'est un nom baoulé. La disposition de nos textes prévoit que quand on est électeur, quand on est sur la liste électorale, pour les élections législatives, on peut être candidat dans toutes les localités de Côte d'Ivoire. Oufoué-Boigny a été député, à ce que je ne sache pas, de Yamoussoukro. Hein? Il a été député au nord. Je crois bien que c'est à Korogo. Ça veut dire que, et même, sortons même du cadre de la Côte d'Ivoire. On a des Africains qui ont été élus, Kofi Nyam en France. On a Barack Obama, on aurait pu dire, va te présenter aussi au Kenya. Parce que je suis un peu le débat sur les réseaux sociaux. Ce débat-là ne peut pas prospérer. Parce que l'élection législative ou les élections locales, parce que je compte les élections législatives dans les élections locales, puisque c'est un individu face aux populations d'une localité. Même si après, c'est un rapport personnel avec le peuple de cette localité. Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux être natif de cette zone, mais si tu n'as jamais assisté tes parents quand ils ont des funérailles, quand tu n'as jamais payé une seule ordonnance, quand tu t'es jamais battu pour qu'on puisse reprofiler une piste, et que quelqu'un qui est natif peut-être d'ailleurs, qui est là, qui assiste ses parents, sache qu'on va choisir cette personne-là, plutôt que toi qui es le natif de cette zone. Aux États-Unis, on dira que le meilleur Américain, ce n'est pas celui qui est natif de père et mère ou arrière-grand-père et quoi américain, mais c'est celui qui apporte quelque chose aux États-Unis. C'est-à-dire, ne demande pas qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Amérique. Et quand tu es bon, tu es un bon Américain. Je crois qu'il faut qu'on ait cette culture politique et qu'on lise ce que disent nos textes pour éviter de tenir des discours qui vont au courant de ce qui est écrit, de ce qu'on a adopté, ce qu'on a voté. Et moi, je condamne fermement. Vous en avez gros sur le cœur. Je condamne fermement ce genre de discours parce que c'est ça qui aurait pu nous conduire à d'autres dérives, à d'autres déviations par rapport à ces élections qui se sont avérées finalement apaisées parce que le peuple n'est plus réceptif, comme Élisée l'a dit, de ce genre de discours.
Quelqu'un d'autre voudrait réagir là-dessus ou on peut poursuivre? On peut poursuivre. Je pense que la déclaration qu'a produit l'ex-président Laurent Gbagbo pour donner sa position concernant cette déclaration qui a été faite dans le cadre des législatives à Lakota permet aujourd'hui de tourner la page. Il s'agit de l'opinion d'un membre du parti et, disons, la vision du FPI a été officiellement donnée par la déclaration de Laurent Gbagbo, donc je pense qu'il ne faut pas continuer à s'attarder sur ça. D'accord. Alors, les résultats de ce scrutin donc sont désormais connus. Je vous propose d'écouter un extrait de la décision de la Commission électorale indépendante, décision qui a été rendue cet après-midi même après la proclamation donc des résultats. On écoute le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kuibiert. Article 1. Il est sursis de plein droit à l'élection du député de la circonscription numéro 097, Arikoka, Nyakarama, Dougou et Tortilla, commune sous-préfecture. La commission électorale indépendante procédera à une nouvelle élection dans un délai de 1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. Article 2. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 022. Bulletins nuls 82 184. Bulletins blancs 34 083. Suffrages exprimés 2 705 838. Taux de participation 37,88%. Article 3. Sont déclarés élus les candidats dont la liste est annexée à la présente décision. Article 4. Le droit de contester l'élection à l'Assemblée nationale de l'une de ces personnes ci-dessus désignées à l'article 3 appartient dans une circonscription électorale donnée à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par le président de la Commission électorale indépendante. Article 5. La présente décision sera publiée au siège de la Commission électorale indépendante sur le site de la CEI et par tous autres moyens. Voilà, alors on a entendu le président de la CEI tout à l'heure donner les grands chiffres de ce scrutin. On va tout de suite attaquer la participation. Ce scrutin, donc les législatives 2021, ont enregistré une participation de 37,88%. Docteur Bengali. Je dirais que c'est une constante. Les législatives, de façon traditionnelle, historique en Côte d'Ivoire, ne mobilisent pas grand monde. En 2000, on a eu un taux de participation de 33%. En 2011, on est passé de 33% à 36,5%. Ensuite, en 2016, on est redescendu légèrement à 34%, avant de remonter aujourd'hui à 37%. Donc, on est toujours resté dans la trentaine. Il y a l'idée qu'il n'y a pas toujours la compréhension du rôle de l'Assemblée nationale par les populations ivoiriennes qui ne voient pas toujours l'impact que le rôle de l'Assemblée nationale a sur leur quotidien. Peut-être qu'elle le trouve abstrait. Oui, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas forcément l'explication des enjeux du Parlement. Lorsqu'il y a des élections législatives, les différents candidats qui vont vers la population ont tendance à focaliser, disons, leur démonstration sur ce qu'ils peuvent apporter aux populations, comme s'ils étaient des élus dans le cadre des municipalités. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous allez sur le terrain, la population vous présente tout de suite des doléances. Oui, des besoins existentiels pour la plupart. Absolument. Donc, si vous répondez que ce n'est pas votre rôle, il est clair que leur attention va se détourner vers la personne. Vous perdez l'électorat. Ils sont obligés de jouer le jeu. Donc, finalement, il y a une mauvaise compréhension du rôle et la fonction politique du Parlement. Et cela fait qu'il y a aussi une certaine forme de désintéressement. Parce qu'on se dit que dans le cas des mairies, par exemple, lorsqu'un maire est élu, il y a potentiellement des emplois qui sont créés parce qu'il vient avec une équipe pour collecter les tasses, une équipe pour administrer la ville. Il a un budget et tout cela, donc il y a des emplois qui sont créés. Alors que dans le cas du député, il est élu tout seul.
il va siéger à l'Assemblée, il reçoit ses émoluments. Il n'y a pas forcément une redistribution de ces émoluments-là au niveau de son équipe qui l'a accompagné. Et donc, tout cela fait que, généralement, de façon historique, en Côte d'Ivoire, les législatives ne drainent pas forcément grand monde. L'autre raison qui pourrait expliquer ce faible taux en 2021, c'est que nous sortons des élections présidentielles où on a espéré, en tout cas qu'avec les législatives, avec l'entrée en jeu de la branche pro-Gbagbo de l'opposition, cela allait automatiquement entraîner... allait drainer les populations vers les urnes. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, un désenchantement du corps électoral rattaché à l'opposition à cause de la manière dont, disons, l'aventure concernant la présidentielle a été conduite. On s'est rendu compte que ce corps électoral a été engagé dans un combat et finalement, ça s'est terminé en queue de poisson. Et ils ont eu l'impression que l'élite politique de l'opposition a joué un peu avec leurs espérances, avec leurs rêves. Et donc, il y a eu un certain désenchantement qui fait qu'aujourd'hui, il y a, bon, disons, une position d'observation pour voir où est-ce que tout cela va aboutir. D'accord. Alors, c'est quand même une progression de 4 points par rapport à 2016. Élisée, comment vous expliquez la participation? Effectivement, on avait tous espéré, hein, ça il faut le dire honnêtement, avec l'entrée en jeu de l'opposition, qu'on assisterait véritablement, comme on le dit, à une participation massive du corps électoral, voilà, aux législatives, mais dans la réalité, nous avons constaté que nous sommes restés toujours au même niveau, disons, comme le disait mon prédécesseur, dans la fourchette de la trentaine. Mais comme je le dis, ça s'explique un peu. C'est-à-dire, en réalité, aujourd'hui, l'élection qui a toujours suscité plus d'engouement, ça a été les présidentielles. La présidentielle, les présidentielles. Les législatives sont restées toujours dans cette fourchette. Mais pour la simple et unique raison que les députés élus, eux-mêmes n'arrivent pas à faire comprendre leur rôle aux populations, en fait. Il y a ce problème-là. Vous voyez, quand on a une population comme la population ivoirienne, où la grande majorité n'est forcément pas au parfum de ce que c'est qu'un parlement, ou la compréhension de là où se prennent des décisions, des lois et tout ça, il y a ce devoir de pédagogie-là que chaque député doit faire. Vous imaginez des députés qui sont élus, qui n'ont réapparu dans leur zone que parce qu'on a dit qu'on va faire des élections maintenant. On ne les a plus jamais revus. Mais on peut mettre une permanence. Le rôle du député, c'est de voter des lois. C'est de faire prendre des lois. Mais les lois, là, en réalité, c'est pour qui? C'est pour les populations. Les populations ont des besoins. Mais si vous n'avez aucune permanence même dans votre région, où vous pouvez recueillir les propositions de ces populations-là, où vous pouvez permettre à ces populations de vous soumettre ce qu'elles veulent, comme elles veulent voir leur situation améliorée, pour que vous en fassiez des projets de loi, mais il va sans dire qu'elles se sentent elles-mêmes délaissées. Parce qu'en réalité, après, quand on finit d'être élu, quand les populations finissent de vous élire, ben la jouvence, elle est personnelle. Parce que c'est ce que nous tous on constate. On voit, vous faites la bombance et tout ça, c'est individuel. Lui, l'électeur, il se demande qu'est-ce qu'il a gagné au-delà de votre élection. Il y a ça. Donc, en réalité, il y a ce manque de pédagogie des élus même qui n'arrivent pas à faire comprendre leur rôle à la population et qui n'arrivent pas à suffisamment jouer même ce rôle en réalité. Donc, arrivé à un certain moment, les populations se disent, comme on le dit, hein, lorsque le tonnerre gronde, chacun protège sa tête. Lui, il va demain être dans la bombance, et puis moi, qu'est-ce que je gagne derrière? Donc, il préfère m'abstenir. Et tant qu'on n'arrivera pas à changer ces paradigmes-là, on sera toujours dans cette fourchette, en fait. D'accord. Alors, Sylvain Nguessan, c'est vrai que le député, il vote les lois. Ce qu'on constate aussi, qui pourrait peut-être expliquer le manque d'intérêt des populations pour cette élection-là, c'est que finalement, le député, il vote pour son parti. Donc, il y a un problème de concertation avec la base. Il y a également la redevabilité. Très peu vont sur le terrain pour expliquer ce qu'ils ont fait, pour expliquer l'intérêt des différentes lois-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas corriger cette désaffection des populations-là en tenant compte de ces facteurs-là? Bon, c'est aux députés élus d'aller vers ces électeurs, vers la population, pour expliquer les projets de loi. Cela a été très peu observé dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire. Exactement. Donc la population ne sait pas finalement pourquoi elle a voté pour telle personne. Alors, un de deux, lors de cette élection, on a vu très peu de candidats faire des propositions. Dit que si j'étais élu, voici des projets de loi, alors qu'il y avait tout ce débat sur l'école ivoirienne, sur le système sanitaire, sur la réforme du secteur de la sécurité, etc. etc. Donc il y avait matière
pour ces différents candidats-là. Malheureusement, on m'a signalé qu'à Daloa, cela a été fait par le député, le ministre Mamadou Touré, qui aurait expliqué un peu les 5 piliers du projet de société du président Ouattara, en disant que voici des lois qui iraient avec ces 5 piliers, et donc s'il était élu, voici des propositions qu'il pourrait faire à l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été le cas. Je veux bien qu'en milieu rural, les populations locales fassent connaître leurs besoins physiologiques, une pompe qui est en panne, une fenêtre dans une école, etc., le toiture, chef du village. Mais en milieu urbain, quand même, bon, les populations sont quand même à l'abri de ce genre de besoins-là. Maintenant, dans ce milieu urbain, Abidjan, c'est à peu près 30% de l'électorat de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a été proposé dans les différentes communes aux différents électeurs d'Abidjan? Je ne sais pas. Donc tout cela fait que, bon, on se demande bien si ça vaut la peine de se réveiller ce dimanche matin à de bonne heure pour aller voter. Dans la mesure où le monsieur étant candidat n'a pas de projet de loi, ce n'est pas quand il sera élu qu'il en aura. Alors, Félix, comment on corrige ça? C'est possible de corriger et comment on peut le faire? C'est possible de corriger, mais je pense qu'il ne faudra pas forcément accuser les candidats, les députés, parce qu'il y a aussi la compréhension, comme l'ont dit les prédécesseurs, il y a aussi la compréhension du rôle du Parlement. Quand on comprend le rôle du Parlement, qu'on sait que celui qu'on va choisir, il faut qu'on choisisse celui qui va porter notre parole au Parlement, qui va défendre nos intérêts au Parlement. Je pense que les populations devaient se lever si elles avaient cette bonne compréhension du rôle du Parlement pour voter, pour aller voter, choisir leurs représentants. Parce que le député, c'est la représentation nationale. C'est celui qui va aller parler en notre nom. Et ça, les populations ne l'ont pas encore compris. Donc, il y a une éducation à la politique des populations il va falloir faire au-delà des candidats. Mais un autre fait également que je voudrais faire noter, observer, c'est que c'est vrai que on a l'impression qu'il y a eu un peu d'amélioration au niveau du taux de participation, mais n'oublions pas que la liste électorale a évolué également d'au moins 10%. On a eu plus d'1 million d'inscrits encore sur la liste électorale. On a eu la participation de toutes les formations politiques. On a eu une sorte de revanche sur l'élection présidentielle passée au cours de laquelle d'autres se plaignaient de n'avoir pas pu prendre part. Pourquoi les populations ne se sont pas levées? Tout ça, je pense que c'est dû au fait... Et on a eu jusqu'à 1511 candidats qui n'ont pas été capables de mobiliser davantage de populations pour aller les voter. À Yopougon, par exemple, seulement 18% de participation. Seulement 18% de participation. Yopougon qui a le plus grand, pourcentage d'électeurs, la plus grande commune qui a le plus grand nombre d'électeurs, seulement 18% qui se sont mobilisés. Et quand on parle de désaffection, effectivement, il y a une grande désaffection au niveau de, je dirais, vous verrez que le RHDP, le parti au pouvoir, continue de mobiliser. Mais quand vous suivez du côté de l'opposition, il y a une grande désaffection au niveau des partisans, surtout des partisans de l'ex-parti au pouvoir, c'est-à-dire du Front populaire ivoirien, qui est un parti divisé aujourd'hui, qu'on appelle une partie EDS. Cette appellation EDS qui n'est pas encore bien ancrée dans l'esprit de certains militants qui ne se retrouvent pas dans ce EDS. Oui, il y a quand même des visages qui l'incarnent, des visages qui reconnaissent qu'il l'incarne. Ce n'est pas tous les visages qui... Même les visages qui l'incarnent, il y en a qui sont tombés. Hein. Là, il y a un gros visage qui incarne qui est tombé. Quand vous dites à une vieille personne que le parti que vous devez aller voter s'appelle EDS, la personne ne se retrouve pas dans EDS que dans les deux doigts qu'il était facile d'identifier auparavant. Le FPI divisé a créé une grosse désaffection au niveau de ces militants qui ne sont pas sortis pour voter. Aujourd'hui, Afin-Guessan paye le prix. C'est-à-dire aujourd'hui, Afin-Guessan fait un recul encore. À part lui, il n'y a qu'un autre élu qu'il a pu obtenir dans la zone de... D'accord. Alors, vous êtes déjà au résultat. On va y aller. Le graphique des résultats. Donc, on a enregistré 137 sièges pour le RHDP et 50 pour... la coalition, justement, dont vous parlez, EDS et PDCI. Vous comprenez que c'est vrai qu'on peut dire que tout le monde a reculé un peu parce que le RHDP, jusqu'à ce qu'on aille à ces élections, revendiquait quand même 154 députés à l'Assemblée nationale. 152. 152, d'accord. Avec 137, on dira qu'il y a quelques sièges de perdus. Évidemment, lorsque le jeu est ouvert et que ceux qui ne participaient pas auparavant arrivent, il est clair qu'on va perdre quelques éléments, mais ça n'empêche que le RHDP joue aujourd'hui d'une majorité un peu confortable, parce que la majorité, c'est 128 députés. Avec 137, c'est déjà confortable. Mais on est encore loin de la majorité confortable qui permettrait au RHDP de pouvoir vraiment disposer de toutes les manettes, avoir les 2 tiers à l'Assemblée nationale, parce que les 2 tiers, c'est 170 députés qu'il faut avoir. Donc,
pourquoi cette opposition aujourd'hui se retrouve à 50 députés, une coalition avec 50 députés. Mais regardez, prenez le cas de Yopougon. La coalition EDS-PDCI se retrouve en face d'une autre coalition, FPI, COGEP. Ils se retrouvent sous le même groupe d'électorat. Vous prenez le cas d'Issia. À Issia, vous avez une liste PDCI-EDS et vous avez une autre liste PDCI-RDA. Et tout ça, ça a contribué à fragiliser l'électorat. J'allais dire, cette opposition qui s'est neutralisée par endroits a permis aux candidats du RADP de parfois passer. Quand vous comptabilisez les voix du PDCI et du EDS combinées avec les partisans d'Afinguessan et les autres de Blé Goudé, parfois, quand vous combinez leurs voix, ils surclassent largement le candidat du RADP. Mais ce n'est pas la faute au candidat du RADP. L'opposition paye pour sa propre stupitude. Qu'est-ce qui les a empêchés de s'entendre pour dire on va aller ensemble et faire contrôler le Parlement, on met nos listes ensemble. Ils n'ont pas pu s'entendre et ils en payent le prix. Et ils n'ont pas pu s'entendre, ils ont payé doublement le prix aussi au niveau du taux de participation. Parce que je suis certain que s'ils avaient une coalition bien soudée, bien huilée, il y a des électeurs qui n'auraient pas été désaffectés, qui se seraient levés pour aller voter. Votre voisin demande la parole, allez-y. En même temps, aucun principe n'oblige l'opposition à aller à une élection en rang serré. Voilà, il ne faudra pas être aussi idéaliste que ça. C'est tout ça qui fait le charme de la démocratie. Que les opposants, toute l'opposition ne puisse pas s'entendre dans toutes les localités, qu'elle puisse s'allier derrière un cadre dans telle localité, qu'elle soit divisée là. C'est tout ça le charme du jeu politique. Et donc, si l'opposition n'a pas pu s'allier derrière des candidatures uniques dans toutes nos localités, ce n'est pas seulement le fait de la Côte d'Ivoire, c'est un peu, je reviens encore là-dessus, le charme du jeu politique. Donc, ce n'est pas nouveau. En 2002, on n'a pas vu ça. En 2012, on n'a pas vu, etc., etc. Comment vous analysez les performances des différents groupements, des différents partis politiques? Bon, déjà, le RHDP, la coalition... On a vu ça en 2015. Hein. En 2010, 2011, 2015, le RHDP a montré l'exemple de la coalition unis pour aller à des élections et ça leur a permis... Oui, c'était la coalition issue de l'exécutif, ce n'était pas l'opposition. Oui, mais c'est quand même... Ils ont voilà. aussi quand même... Aucune loi n'oblige l'opposition à se mettre en rang serré pour une élection législative. D'accord. Allez-y sur les performances des différents groupements. Le RHDP, moi, contrairement à ce qu'on dit, c'est la première fois que le RHDP participe à une élection législative vraiment inclusive. Et avoir de précieuses voix loin de son bastion classique, le Nord, le RHDP qui l'emporte dans la Mée, le RHDP qui l'emporte dans l'Agnébi à Bouville, le RHDP qui l'emporte encore dans le Guémon, je crois bien, avec Anne Ouleto, le RHDP qui l'emporte... Cavali. Oui, dans le Cavali, excusez. Le RHDP qui l'emporte dans le Béquet, à Boaké, à Yamsokro, etc. Le RHDP arrive à s'étendre maintenant... Vous pensez que les lignes ont bougé? Les lignes ont bougé dans le Gontougou. Le Gontougou est parti au RHDP avec Adjoumani. Le Cavalier également avec Anne Ouleto. Yamsokro vient de basculer, qui était quand même perçu comme l'épicentre, le centre de gravité du PDCI, qui a basculé au RHDP. Bon, en attendant le résultat du recours formulé par le candidat du PDCI, mais les lignes sont en train de bouger. Aujourd'hui, il n'y a plus d'électorat captif. Vous voyez un peu le Yopougon dont on parlait. Yopougon, en 2016, c'était 11% de participation. En 2018, avec le retour de la tendance FPI de M. Laurent Gbagbo, deux fils de Michel Gbagbo Oufouidia. Mais le taux de participation n'arrive pas à se multiplier par 2. Il passe de 11% à 18%. Les lignes ont bougé, les électeurs sont devenus un peu plus exigeants. Et donc, à proprement parler, aujourd'hui, il n'y a pas de bastion des citadelles imprenables en dehors du Nord, où l'opposition ne fait pas assez d'efforts, à mon avis, pour pouvoir reconquérir le cœur et l'esprit de l'électorat du Nord. D'accord. Alors, Dr Bengali, quelle analyse des résultats, performances, qui étaient performants, qui étaient contre-performants, pourquoi? Alors... il faut analyser le score électoral comme le résultat, sinon la conséquence d'une stratégie politique structurée sur le long terme. Commençons déjà par l'opposition. Il y a eu depuis... Parce que ce processus a commencé lors du processus de révision des listes électorales. Et ce processus-là a été boycotté par l'opposition en s'appuyant sur un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui... disait qu'il fallait lancer des échanges pour réformer la CEI. Donc, sur ce principe-là, l'opposition a boycotté la révision des listes électorales. Et je pense que le résultat aujourd'hui qui est obtenu à l'issue de ces législatives-là, la défaite de l'opposition a commencé par cette stratégie de boycott des listes électorales. Parce qu'il y a eu l'ajout de près de plus d'1 million de nouveaux électeurs.
partons du principe qu'étant donné que c'est le RHDP qui a mobilisé les nouveaux majeurs, les nouveaux inscrits. Et donc, il est clair que ces 1 million-là sont en grande majorité à mettre au profit de l'électorat du RHDP. Et aujourd'hui, on retrouve, je dirais en aval, les conséquences de cette stratégie qui a été implémentée en amont, parce que quand on prend, la logique des bastions, c'est vrai qu'on va tout à l'heure aborder la logique des bastions, on se rend compte que l'électorat habituel du FPI, je vais dire tendance pro-Gbagbo, a donné l'impression de n'avoir pas pu, au-delà de ce qu'on espérait, faire la preuve de sa présence de façon en termes de taux de participation. Il a été relevé le taux de participation très bas de Yopougon, mais dans ce cas aussi joue, je dirais, le problème des listes électorales qui ont été utilisées dans ces élections-là. Donc, toutes les questions aujourd'hui liées, que ce soit au taux de participation, au score de l'opposition, ramènent toujours au fait, à cette stratégie d'avoir décidé de boycotter les listes électorales lors de leur révision. Il est clair que si on a adopté une position de boycott et que rien n'a changé, soit on continue dans cette logique de boycott, ou quand on était sûr dès le départ de ne pas être en mesure de boycotter tout le processus, on commence à participer depuis la révision jusqu'aux élections présidentielles ainsi que les législatives. Donc, il devait y avoir, je vais dire, une suite logique pour l'opposition en termes de choix stratégiques depuis le début du processus qui devait être suivi jusqu'à la fin. Concernant le RHDP aujourd'hui, il y a une confirmation de la légitimité du redéploiement dans le paysage politique en termes de corps électoral national pour ce parti qui a été confronté après le départ du PDCI à une sorte de situation de clarification parce que il y a eu une polémique qui disait que le PDCI étant sorti du RHDP, le RHDP a été vidé de toute sa substance. Et l'idée aussi qui a été opposée par le RHDP à cet argument du PDCI, c'était que le fait que les caciques du PDCI soient restés au RHDP, c'est plutôt le PDCI qui avait été vidé de sa substance. Alors finalement, les résultats nous donnent quoi? On l'a en tableau là, les résultats nous donnent quoi? Le RHDP sans le PDCI et le RHDP avec le PDCI, 2016 et 2021. Le RHDP aujourd'hui, quand on considère que l'ancien groupe parlementaire du RHDP était à 152 sièges, aujourd'hui, le recul n'est pas assez important. Donc, disons que le RHDP a confirmé sa position de force politique au niveau national. Concernant le PDCI, c'est aujourd'hui, je dirais, la grande surprise parce que, disons, la position parlementaire du PDCI depuis les années 2000 qui était à 94 députés, il y a eu un dépérissement en 2011, on est descendu à 70 députés et quelques. Et aujourd'hui, des 70 députés, nous sommes encore redescendus. Si on tient compte de l'alliance PDCI-EDS qui remporte 50 sièges, on peut espérer que dans ces 50 sièges, il y a une grande partie de candidats tête de liste qui ont été proposés par le PDCI. Et donc, il y a cette difficulté aujourd'hui d'établir de façon nette la proportion en termes de représentativité du PDCI. Parce que du fait des alliances de l'opposition, il y a un certain nombre de listes électorales où il y a eu un mixte, il y a eu une composition mixte, de sorte qu'on ne peut pas aujourd'hui de façon claire on ne peut pas évaluer aujourd'hui le poids législatif du PDCI ni de EDS parce qu'il y a eu des listes où il y avait les deux il y a eu plusieurs alliances mises ensemble du fait des alliances. Donc aujourd'hui, il est un peu plus difficile. Donc on peut faire une estimation globale de l'opposition qui est à 91 députés qui représentent 35% du Parlement. C'est clairement, je dirais, ils ont sauvé les meubles. Ils ont sauvé les meubles parce qu'il était question aujourd'hui pour eux de revenir dans le jeu politique, se positionner par rapport aux enjeux futurs. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils ont réussi leur retour dans le jeu politique formel, puisque jusque-là, une section de cette opposition était à la marge de la compétition politique. Donc, ils ont réussi leur retour dans le jeu politique de façon formelle. Et la suite nous dira comment est-ce qu'ils utilisent le jeu des alliances pour peser dans tout ce qui se décidera, parce que le parti au pouvoir n'a pas réussi à décrocher la majorité des 2/3. Alors, il est clair que pour certaines réformes législatives qui sont exceptionnelles, telles que les révisions de la Constitution, il faut la majorité des 2/3. Et donc, comment cela va se jouer? Est-ce qu'on va convoquer un congrès, additionner la majorité du RHDP au Parlement avec la majorité de la Chambre haute, le Sénat,
pour arriver à ces 2 tiers, alors tout cela est à voir. Tout cela est à voir. Alors, Élisée, vous allez analyser le FPI d'Afi N'Guessan en 2016 et en 2021. Avec l'entrée de EDS sur la scène politique, comment s'est comporté le FPI d'Afi N'Guessan? Les résultats sont là. Le FPI d'Afi N'Guessan ne remporte que 2 sièges pour ces législatives. Là où je crois qu'en 2016, il était autour de 9, je crois. 9... 4 députés. Non, 3 députés. 3, ok, d'accord. 3. Ah, par exemple, c'est 9% plutôt pour la présidentielle. Voilà, c'est ça. Sinon, 3 députés, aujourd'hui, il est à 2. Notamment, on reconnaît qu'il y a eu une régression. Je dirais que le FPI d'Afi paye aussi le retour dans le jeu politique des pro-Gbagbo, qui, entre-temps aussi, ont toujours montré leur divergence vis-à-vis de la ligne qu'avait adoptée Afi, et qui, d'ailleurs, s'est durci même, je dirais, puisqu'ils ne sont même pas arrivés à faire une coalition contre le parti au pouvoir pour ces législatives. Est-ce qu'ils ne souffrent pas d'un problème de légitimité? C'est une réalité. Ça, je pense que seuls ceux qui veulent se voiler la face vont se voiler la face, mais il y a une réalité. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Afi a peut-être la légalité. Le FPI d'Afi a peut-être la légalité, mais Afi n'a pas la légitimité sur le... Voilà, il a la légalité, pardon. Il a la légalité, mais il n'a pas forcément la légitimité. Et vous pensez que ces élections l'ont clairement démontré? Ces élections l'ont démontré. Et pour peut-être aller aussi dans le sens de la question, comme on a posé par rapport à l'analyse des données, moi, honnêtement, quand je regarde ces données, je pense, parce que tout à l'heure, j'ai vu RHDP 167 en 2016 et puis il y a eu 137. Mais ne perdons pas le vue que le RHDP en 2016 était avec le PDCI. Voilà, donc c'est le RDR, le PDCI réunis. Parfois avec l'UDPCI, l'UPCI. L'UDPCI même s'était démarqué un peu parce qu'il y avait quelques dissensions. Donc l'UDPCI était venu à 6 sièges. Mais c'est sur cette coalition-là qui était à 167. Et aujourd'hui, je peux dire que sans le PDCI, ou bien avec le PDCI, les caciques qui sont partis et autres, il est à 137. Donc on peut dire, en réalité, il est resté plus ou moins dans sa marge, en fait. Il n'y a pas eu vraiment trop de régression. Par contre, je note qu'au niveau du PDCI, parce que le PDCI, lorsqu'on avait fait la répartition en 2016, le PDCI, en tant que PDCI, était autour de 80 sièges. Mais aujourd'hui, quand on regarde le PDCI, compilé même, le PDCI à lui seul donne 23 sièges, mais compilé avec EDS, ils ne sont même pas à 80. Donc ça veut dire quelque part, il y a eu un recul qui peut s'expliquer, comme je l'ai dit, par certainement la désaffection des populations qui ont estimé à un certain moment que si vous ne pouvez pas arriver à vous entendre pour nous emmener dans une direction, nous, on s'assoit chez nous carrément. Et puis aussi, sans compter les conséquences des élections de la présidentielle de 2020, où beaucoup ont estimé qu'on les avait envoyés dans une aventure qui a été finalement une aventure malencontreuse. Jusqu'au final, c'est eux qui sont restés, qui ont été les plus grands perdants. D'accord. Alors Félix, allons-y avec les bastions. Vous l'avez dit tantôt, les lignes avaient commencé à bouger. Exactement où les lignes ont bougé? Les lignes ont suffisamment bougé. Si je prends le cas d'Afi N'Guessan, il perd la moitié de son bastion parce que Bongouanou, qui est sa citadelle imprenable, a vu la percée d'un jeune loup du RHDP, Jacob Asugba, qui a été élu, c'est-à-dire député de Bongouanou commune. C'est-à-dire, à côté du siège d'Afi N'Guessan se trouve désormais le parti au pouvoir, le RHDP. Ça, c'est beaucoup ce qui concerne le FPI. Le PDCI a verrouillé le V-Baoulé, a maîtrisé son bastion, mais allait se créer un autre bastion à l'ouest, dans la région de la Nawa. Et je dirais même que globalement, le PDCI et le RHDP se sont partagés les bastions du Front populaire ivoirien. C'est-à-dire la Nawa qui revient au PDCI, le Lodjibois qui revient au RHDP. Docteur Sylvain N'Guessan n'a pas parlé du Sud Komoué. Tout le Sud Komoué auparavant, de Grand Bassam, Bonoua jusqu'à Aboissou, c'était le FPI qui contrôlait. Aujourd'hui, tous les sièges pratiquement de cette zone sont revenus au RHDP. Et ça veut dire que des bastions classiques sont tombés, sauf le bastion du Nord qui reste toujours le bastion imprenable. Parce que jusque-là, les autres formations politiques ne sont pas encore arrivées à trouver la formule pour positionner des candidats pour gagner des élections dans les zones du Nord. Et ça, il va falloir que ces formations politiques recomposent leur façon de voir, leur stratégie politique, parce que tant qu'on restera sur les stratégies tribales, j'allais dire régionalistes et autres, on ne va pas avancer. Et c'est pourquoi les gens le discours comme ce qui a été tenu, ce qu'on a condamné au départ, il faut les condamner. Au lieu de tenir ce genre de discours, il faut ouvrir le jeu politique, il faut faire des propositions qui sied aux populations
Tant que vos propositions peuvent cadrer avec les attentes des populations, vous pourrez toujours avancer et avoir des élus un peu partout. Aujourd'hui, le RADP, mais c'est aussi, il faudrait que je souligne un autre aspect. L'avancée du RADP aussi est due aussi à un facteur qui est très important. Quand on est au pouvoir, on a la force, on a les moyens, on a l'aura et on a tout l'avantage nécessaire. Lorsque le Front populaire ivoirien, qui avait moins d'une cinquantaine ou une trentaine, je crois 34 députés avant 2010, arrive au pouvoir, ce parti va avoir plus d'une centaine de députés. Et les moyens de s'implanter. Ils ont eu les moyens de s'implanter et c'était implanté partout. Vous verrez qu'il y avait eu des députés du FPI un peu partout dans toutes les communes d'Abidjan. Pratiquement, les communes étaient contrôlées par le Front populaire ivoirien, qui a eu même des députés jusqu'au nord-est, c'est-à-dire dans les zones de Tanda, Bondoukou. Le FPI avait des députés un peu partout. Lorsque vous êtes au pouvoir, vous avez cet avantage comparatif, cet avantage au niveau des moyens, cet avantage au niveau de l'aura des personnalités que vous avez. Le discours politique, il est encore plus aisé et ça a permis au RADP aujourd'hui de faire la razzia qu'il a fait. Et ça, c'est incontestable. Le PDCI a nettement reculé, pour ne pas dire gravement reculé, parce que ce parti a perdu le pouvoir depuis 1999. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, le PDCI ne fait que s'étioler, c'est-à-dire les élus PDCI ne font qu'aller en décrescendo en termes de nombre de députés, d'effectifs. Donc ça va de soi. Tout à l'heure, Dr Nguessan était en train de dire l'opposition n'est pas obligée d'aller en coalition unie. Cela participe du jeu électoral. Mais cette opposition n'est pas obligée de vendre sa coalition, son unité aux populations. Elle a tenté de vendre cette coalition aux élections présidentielles. Ça n'a pas marché. Elle tente de vendre une autre coalition qui est une coalition, j'allais dire, qui s'est effritée en cours de chemin. Tout ça, là, ça a créé la désaffection au niveau de l'électorat de cette opposition. Et c'est pourquoi je dis, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Parce que si elle avait réussi à créer une sorte de coalition plus unie, je suis persuadé qu'elle serait arrivée à mobiliser davantage. Et non seulement elle serait arrivée à mobiliser davantage, mais elle aurait gagné plus de sièges parce que dans la plupart des localités... Vous avez des cas précis? Je donne le cas de Issia, où vous avez une coalition EDS-PDCI face à une liste PDCI-RDA typique. Vous avez des zones où j'ai additionné les voix du PDCI-EDS avec celle du FPI. Vous prenez le cas du Moronou. Si Afin Nguessan formait une coalition avec le PDCI, le parti d'Afin Nguessan a eu 18% à Bongouanou. Le candidat du PDCI a eu 36%. Mais le vainqueur RHDP a eu 39%. Si vous mettez les deux ensemble, ils ont presque 50%. Ça dit que la mésentente entre les acteurs de cette opposition a permis aux candidats du RHDP, au moment où vous vous battez, ils s'arrogent le siège. Et aujourd'hui, on ne retiendra que celui qui est député à l'Assemblée nationale, est le candidat du RADP qui a remporté le siège. Et c'est celui-là qui va décider et qui va porter la parole, alors que peut-être si vous étiez mis rapidement, ensemble... sur le retour sur la scène, on va dire, du FPI de Gbagbo avec EDS, finalement, vous le logez où sur la cartographie? Mais sur la cartographie, le FPI de Gbagbo n'a pu conserver ses bastions. Ils n'ont pas pu conserver leurs bastions. Ils n'ont eu que quelques sièges. Ils ont eu 8 sièges. EDS a eu 8 sièges au maximum. On ne l'a pas mentionné. Mais une autre force politique qui a fait son entrée sur la scène politique ivoirienne, Ensemble pour bâtir, EPB, qui a également 8 sièges comme EDS. EPB, c'était une force politique qui n'existait pas. C'est une coalition avec l'UDPCI, avec FPI et puis le COGEP. Mais qui a pu quand même avoir 8 sièges qui pourra s'arroger à un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et EDS aujourd'hui, Yopougon a sauvé un peu avec les 4 députés, puisqu'il y en a 4 pour EDS et puis 2 pour le PDCI. Ça fait Yopougon seul fait la moitié des députés remportés par EDS. Donc le EDS n'a pas de bastion. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Yopougon seul. Allez-y, Sylvain Nguessan. Je voudrais rappeler que lors des municipales de 2002, si j'ai bonne mémoire, à Boaké, le PDCI était parti également divisé. 2001, ouais, avec 2 candidats. Ce n'est pas nouveau dans le jeu politique. C'est la première fois que l'opposition va rendre dispersée. Non, ce n'est pas pour répondre à Félix, c'est juste analyser les bastions. Si effectivement les partis traditionnels ont pu conserver leurs bastions. Peut-être même qu'il va falloir apprendre à oublier la notion même de bastion. Très Il n'y a pas d'électorat captif.
Il n'y a pas d'électorat captif. L'électorat évolue, les lignes bougent. Contrairement à une idée qui voudrait lier ce résultat de EDS au boycott, non. Le taux de participation jusqu'à présent n'atteint pas le nombre d'inscrits qu'on avait en 2010. 5 780 4 000 et quelques élus. On en a encore 2 000. Ça veut dire que si le FPI, toutes tendances confondues, arrivait à mobiliser son électorat de 2010, elle aurait eu un meilleur score. Ce score n'est pas lié au nouveau majeur, non. 5 784 000, on a à peine à 2 700 000 participants. C'est-à-dire sensiblement la moitié de la population électorale que nous avions en 2010. Et le président Laurent Gbagbo, lui seul, avait obtenu plus que les 2 700 000 électeurs de cette législative-là. Voilà, peut-être que l'exécutif, oui, bien sûr, permet d'avoir un peu plus de moyens, plus de visibilité. Contrairement à EDS qui a disparu de l'arène, des gens qu'on ne rencontrait pas depuis 10 ans qui apparaissent du jour au lendemain, d'autres ont eu le temps de conquérir les esprits et le cœur. Donc bon, c'est un peu tôt de se prononcer. On verra un peu les prochains Jeux politiques 2023. S'il y aura des leçons, il y aura une continuité, s'il y aura des leçons à tirer, si l'opposition est partie un peu plus unie, etc., on verra. Mais encore comme il a dit, dans la Nawa, sur 8 élus, le PDC emporte 7 sièges. À Nawa seul. D'accord. Alors, on va regarder la bataille d'Abidjan, voilà, qui a, on va dire, retardé pour certaines communes la proclamation des résultats. Docteur Bengali, la bataille était âpre à Abidjan. La bataille était âpre et finalement, disons que les différentes tendances de la vie politique de Côte d'Ivoire se sont partagées. Certes pas de façon équitable, mais se sont partagés de sorte qu'on voit que chaque parti, chaque tendance politique est finalement représentée à Abidjan. Le HDP qui arrache à Bobo, à Tekoubé, à Djamé, ainsi que Trècheville et Koumassi. Et la coalition PDC-EDS qui arrache au Pougon, Cocody, ainsi que Port-Boué. Sans oublier le PDCI qui décroche, je dirais, le derby du plateau. Alors, solidement ancré au plateau. Solidement ancré au plateau. Finalement, disons que la poids a été partagée entre les différentes formations politiques. Ce qui est à relever, c'est que au niveau de certains bastions traditionnels, on peut parler de bastions parce que aujourd'hui, même si à Yopougon, il y a eu un écart de voix qui ne dépasse pas les 500 voix, il demeure quand même que les visages qui ont été mis en avant ont permis quand même de pouvoir décrocher une victoire après 10 ans d'absence. Parce que ce qui se passe à Yopougon est aujourd'hui, je dirais, le résultat d'une conception de l'influence politique au niveau de cette commune. Il est un peu quand même étonnant de savoir qu'après 10 ans d'absence dans le jeu politique, la coalition composée par le FPI qui a proposé 4 candidats a réussi à arracher cette commune spéciale, de Yopougon si spéciale pour le FPI, qui aujourd'hui revient, en tout cas pour ce qui concerne les législatives, dans l'escarcelle du FPI. C'est le même constat qu'on fait à Bobo, qui est un bastion traditionnel du RHDP et qui aujourd'hui est resté dans l'escarcelle, également à Djamé comme à Tekoubé, qui sont 2 communes qui sont rattachées à Bobo, qui sont restées dans l'escarcelle du RHDP, à Koumassi également, où on a positionné un cacique du régime, qui a fait un travail au niveau de la mairie qui est reconnu par toute la communauté nationale, qui lui a valu d'être plébiscité au niveau des législatives. Alors, dans l'ensemble, disons que la bataille d'Abidjan a respecté l'idée qu'on se faisait traditionnellement de la répartition des influences au niveau du marché électoral abidjanais, qui représente quand même une proportion relativement importante, à peu près 30% de l'électorat en Côte d'Ivoire. Donc cela aujourd'hui reflète davantage la redistribution des influences, des légitimités politiques en Côte d'Ivoire. Même si au niveau national, le RHDP est resté solidement ancré dans son bastion traditionnel du Nord et a opéré des percées dans le bastion du FPI pour la simple raison, comme l'a mentionné le docteur Sylvain Guessin, après 10 ans d'absence, il est clair que ce temps a été mis à profit par de nouveaux visages qui ont émergé dans ces différentes circonscriptions et qui ont fini par s'imposer. Là où il y a eu une bataille épique, c'est dans le Vieux-Baoulé, les différentes circonscriptions du Vieux-Baoulé, où on a remarqué que à peu près, sur les 8 membres du gouvernement qui sont tombés, 5 sont tombés dans le Vieux-Baoulé. Ah oui. Et le constat, la première explication, c'est que dans la plupart des localités où il y a eu ces membres du gouvernement qui sont tombés,
il y a un rapprochement avec les conflits politiques qui ont, je dirais, dégénéré en termes de conflits intercommunautaires qui ont cristallisé les divisions. Quand vous prenez le cas, par exemple, de Béoumi, quelques années en arrière, il y a eu un conflit intercommunautaire à Béoumi. La gestion que le pouvoir en a fait a été ressentie un peu par les populations, une partie des populations comme une frustration parce qu'on a trouvé un bouc émissaire sur qui on a déchargé tous les torts. C'est la même chose à Toumoudi. Toumoudi, durant les dernières élections présidentielles, une crise politique qui a, je dirais, dégénéré en termes de conflits communautaires. Et la même gestion, je vais dire, on n'a pas cherché à pacifier les cœurs, on a simplement demandé aux uns aux autres d'oublier sans qu'on donne l'occasion aux différents comités de s'exprimer. Et donc aujourd'hui, on peut analyser, je dirais, le score politique pas fameux, parce que c'est vrai que le RHDP a gagné au niveau national, mais son score politique dans le V-Baoulé n'est pas fameux. Et cela s'explique par la facture politique de la façon dont les conflits communautaires ont été gérés à Didier Vie, à Thiébissou. C'est la même analyse à Toumoudi également. Et donc aujourd'hui, le RHDP a payé cash dans le V-Baoulé. C'est l'une des explications, entre autres. D'accord. Alors, je veux qu'on parle des femmes, comme on n'a plus suffisamment de temps. Oui. Alors, on l'a dit à l'entame de cette émission, la révolution n'a pas eu lieu. Là, quel commentaire? Comment vous l'expliquez? Mais la révolution ne pouvait pas avoir lieu dans la mesure où déjà... 32 femmes élues sur 254 députés. Oui, comme je l'ai dit, la révolution ne pouvait pas avoir lieu dans la mesure où déjà, dès le départ, on partait avec des handicaps. La loi électorale, ou du moins le code prévoyait qu'il y ait 30% de femmes sur les listes des partis, ce qui n'a pas été fait. Les partis ont trouvé, en tout cas, cette ingénieuse idée de se mettre d'accord pour que cela soit reporté à plus tard et qu'on puisse faire les élections sans tenir compte de ça. Parce qu'ils avaient effectivement leur calendrier. Mais on ne pouvait pas, après avoir pris une telle décision, ou bien être arrivé à un tel accord, espérer que les femmes puissent rebondir dans la mesure où elles ne sont même pas nombreuses sur la liste. Il y a déjà ça qui est là. Il faut dire que... Nombreuses sur laquelle liste? C'est pratiquement la moitié de la population électorale, les femmes. Je suis d'avis. Non, je parle en fait des femmes, des dossiers des candidatures. Des dossiers des candidatures, voilà, c'est de ça que je parle. Puisque logiquement, la loi prévoyait qu'il y ait 30%. Oui, on était autour de... Voilà, aucune des listes d'ailleurs n'a pu avoir les 30%. Donc dès le départ, comme je le disais, on partait déjà avec cet handicap-là. Donc quand on n'a pas déjà ce nombre, on ne peut pas espérer avoir un miracle se réaliser. Et il ne faut pas qu'on perde de vue aussi que c'est à l'image de la configuration même de nos partis, en fait. Dans les partis, c'est vrai que les partis les plus significatifs, on voit des femmes quelquefois à un certain niveau, mais lorsqu'on va dans la logique des ratios, généralement, vous verrez que les femmes, si 10 personnes qu'on doit mettre en avant, généralement, on ne prend même pas plus de 3 femmes. Voilà, ça s'explique. Je ne sais pas, les partis politiques mettent en avant généralement ce volet-là du fait que les hommes sont beaucoup plus actifs un peu sur le terrain, c'est vrai, mais il y a aussi ce côté, je pense, ce côté un peu macho qu'on ne veut vraiment pas peut-être dévoiler, mais qui est une réalité aussi. Les présenteurs, où on veut forcément peut-être être devant parce qu'on est des hommes, et puis mettre les femmes un peu derrière. Et puis aussi, il y a les femmes qui, elles aussi, dans les partis, elles ne doivent pas attendre qu'on leur donne tout aussi. Il faut qu'elles-mêmes aussi se battent, en fait, pour pouvoir se positionner. Et on voit des cas de certaines femmes qui, elles, aujourd'hui, sont arrivées à se hisser à un certain niveau, non pas parce qu'on leur a fait la passe ou bien qu'on leur a fait la part belle, mais parce qu'elles se sont levées et qu'elles sont battues pour atteindre ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi qu'il faut mettre. Oui, allez-y. Justement, je vais saisir au bon sac la fin de ses propos parce qu'il ne faudrait pas voir les quotas aussi comme un favoritisme. Un parti politique va à des élections pour gagner et donc il ne faudrait pas forcément avoir 30% des femmes pour avoir 30% d'échecs. Ailleurs, on l'a réussi. Par exemple, au Sénégal, on l'a réussi. Pourquoi on ne le réussit pas ici? Oui, regardez bien les femmes sénégalaises en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes de valeur qui elles-mêmes se font valoir, qui se battent pour devenir ce qu'elles veulent devenir. Et je vais citer un exemple. À ces élections, il y a des femmes qui ont tiré leur épingle du jeu. Moi, je vais saluer une dame comme Trazere Olibé, qui remplit pour la 2e fois dans la commune d'Issia et qui a été face à 13 candidats des hommes et qui les a battus, c'est-à-dire pour le compte du RHDP. Dans la zone d'Issia, qui est la ville, la localité de feu Bombouabré et de Désiré Tagro, elle remplit, c'est-à-dire elle sera députée pour la 3e fois à l'Assemblée nationale. Juste à côté, une jeune dame, Madame la ministre secrétaire d'État Belmont Dogo, elle a fait face également à plus d'une dizaine de candidats, des hommes. Elle les a battus. Et elle était dans une zone également supposée être le bastion de l'opposition, parce que Guibéroua, c'est chez Charles Blé Goudé, et il y a eu un candidat EDS là-bas qu'on appelle le docteur Blé Christophe, qui est le médecin particulier de Laurent Gbagbo. Elle a battu ces hommes, tous ces candidats, et elle remplit pour la 2e fois. C'est une femme leader qui est en train de se créer dans cette zone. Revenons juste ici à Cocody. Il y a une jeune dame
que tout le monde connaît maintenant pour être désormais célèbre par rapport à son troisième mandat, Frédéric Yasmina Ouyen, qui a son troisième mandat, candidat du PDCI pour son premier mandat. Au deuxième mandat, elle se retrouve désaffectée par son parti. Elle y va en indépendant. Le parti se retrouve encore en elle, le ramène, elle gagne encore avec le PDCI pour la troisième fois. Ce sont des dames qui sont des dames de valeur. On n'a pas besoin d'aller les chercher. Elles s'imposent. Donc, je crois que la question du quota, c'est une bonne chose. Mais il faut que les femmes se lèvent. Et je crois que des dames comme Henriette Dagri-Diabaté ou Mme Simone Gbagbo, ce sont des dames qu'on n'a pas favorisées. Ce sont des dames qui se sont faites, qui se sont imposées. Et ces dames-là ne devraient pas regretter de se reposer aujourd'hui parce qu'elles ont des viviers avec ces trois dames que je suis en train de citer, qui doivent être des modèles pour les autres femmes qui nous regardent, pour savoir qu'elles peuvent être devant et elles auront leur place. Merci Félix. On va parler des indépendants avec Sylvain Nguessan. Oui, là nous sommes à 26 indépendants. Contre 26 indépendants, oui. Contre 75 pour la dernière législation. Bon, ça se comprend, hein, tous les partis sont revenus dans le jeu. Il n'y a plus de candidats RHTP qui ont été choisis par le PDCI, le RDR, qui a suscité beaucoup de frustration dans le Vieux-Baoulé, de Tia-Salé jusqu'à Botro. Bon, là, c'est chaque parti qui brandit ses candidats un peu, donc c'est tout à fait naturel, normal qu'on passe à 26 sièges. Bon, on verra jusqu'à la fin du mois de mars combien parmi eux qui seront... Le mercato a déjà commencé, c'est combien clair. parmi eux qui seront encore indépendants. Mais qui me soit permis de revenir un peu sur cette question de quota des femmes. Alors, partout, ça a été un succès, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Rwanda, ça a été une volonté politique. Choisissons des localités en Côte d'Ivoire où les partis politiques vont s'entendre pour qu'il n'y ait que des candidates. À Bobo, PDC, alors FPI, là, je vous donne une minute. Vous choisissez seulement que des candidates. Béomi, vous ne choisissez que des candidates. Sinon, aussi longtemps qu'on va remonter dans la psychologie, dans l'histoire, dans la sociologie ivoirienne, les ACAN, société initiatique, donc la place de la femme, ce n'est pas dans les instances décisionnelles. C'est nous faut, société initiatique, la place de la femme, ce n'est pas dans les instances décisionnelles. L'Ouest, tribu guerrière, initiatique, donc il n'y a pas de femme dans les instances décisionnelles. Notre reine est femme, hein? Oui, mais bon. Oui, mais à côté de ça, on sait ce qui se passe. Le pouvoir... Donc, il faudrait qu'il y ait une volonté politique, que les grandes formations politiques s'entendent pour qu'il y ait un débat politique où on choisit des localités où toutes ces formations politiques vont présenter des femmes. Ça a été fait ailleurs. C'est une solution parmi... C'est la solution. Alors... Sinon, tant qu'on laissera avec notre mentalité patriarcale de laisser les garçons compétir avec des femmes, on aura toujours ce faible ratio de femmes à l'Assemblée nationale. Merci Sylvain. Alors finalement, la nouvelle législature se dessine en attendant bien sûr la décision du Conseil constitutionnel. Qu'attendent les Ivoiriens de leurs députés? Walter Amadou leur a tendu le micro. Les députés sont des personnalités clés dans le processus du développement d'une nation. Alors, c'est pourquoi leur participation à la vie des populations est un engagement. C'est pourquoi nous encourageons ces autorités-là à vraiment œuvrer à l'hémicycle en tenant compte des aspirations des populations. Un député doit être le porte-voix de la population qu'il a élue. Vous voyez, dans des villages, s'il n'y a pas d'adduction d'eau, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'eau potable, ce n'est pas le ministre, ce n'est pas le président de la République qui va porter cela. C'est le député. C'est lui qui porte l'information et les gens statuent à ce niveau-là et ils prennent les décisions pour venir satisfaire ces populations-là. Moi, je pense que c'est le rôle du député qui est là. Pour moi, le député, il incarne le peuple, quoi. C'est le porte-parole du peuple à l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est celui-là qui est plus proche de la population et qui va le défendre à l'Assemblée. Le député est très important. Et c'est celui-là qui transmet un peu les messages du peuple au président. Donc c'est vraiment un garant pour la population, quoi. Le député doit avoir un comportement exemplaire. Voilà, le député doit être ouvert à son peuple. Il doit l'écouter, il doit savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Voilà, c'est quelqu'un qui doit être facile à approcher. Le député, il doit beaucoup écouter sa communauté. Il doit être attentif. Il doit être aussi, pourquoi pas, solidaire. Quand il peut aider. Le député, pour nous, doit être une personne modèle, une personne sage, une personne ayant des valeurs, des principes. Le député doit être un homme votant des lois afin de maintenir l'ordre et la sécurité dans le pays. Le député, c'est
un représentant à l'Assemblée nationale qui porte voix pour la population, pour les besoins de la population. Les députés ivoiriens sont en quelque sorte exemplaires. Il y a d'autres qui se préoccupent plutôt de la situation que vit la population. Il y a d'autres, par contre, ce n'est pas aussi le problème. Le problème, c'est d'avoir un poste à l'Assemblée nationale et puis, bon, s'asseoir là, recevoir leur rémunération. Même si la population souffre, ce n'est pas leur problème. Généralement, les députés, c'est lorsqu'il y a des élections qu'on les voit dans nos différentes communautés, dans les quartiers. Hormis cela, même là, il doit être en parfaite harmonie avec la communauté. Tu vas demander à plusieurs personnes quel est le député de ta commune, ils ne sauront pas vous le dire, ils ne sont pas accessibles. Ma proposition, c'est d'être à l'écoute de la population. Parce que c'est clair qu'on ne pourra pas passer de maison en maison, mais au moins dans les différents quartiers, il y a des chefs de quartier, il y a des personnes qui peuvent véhiculer son message auprès de la communauté. Donc, qu'ils soient vraiment à l'écoute de la communauté. Alors, on a entendu, les attentes des populations sont nombreuses. On note certainement une méconnaissance du rôle du député. Également, le dernier intervenant qui parlait de l'absence des députés sur le terrain. Peut-être qu'il va falloir y voir ça. Mais est-ce que je dois vous demander, est-ce qu'avec la configuration actuelle, sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel, est-ce que l'opposition aujourd'hui peut peser, peut avoir un poids à l'Assemblée nationale? Pour donner une analyse pragmatique en tenant compte des 35%, on ne peut pas aujourd'hui parler de possibilité pour l'opposition de peser, mais on peut plutôt évoquer la possibilité de se faire entendre. On revient à la fonction, je vais dire, classique du Parlement qui est un lieu de contradiction. Donc il est important que toute la classe politique ivoirienne puisse faire entendre sa voix dans les débats parlementaires, les discussions, que ce soit en commission comme en plénière. Et donc c'est déjà une avancée très importante qu'il y ait la contradiction qui entre dans le Parlement, qu'on puisse entendre plusieurs voix à la fois. Donc ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'il y a la possibilité pour l'opposition de faire entendre sa voix. Et ça, c'est déjà important. Allez-y. Oui, c'est tout à fait normal. L'opposition va mieux se faire entendre. Je crois qu'elle va susciter des projets de loi. Et que, encore plus intéressant, la cohabitation entre les deux tendances, où le parti présidentiel, les députés du parti présidentiel seront obligés de négocier avec l'opposition sur ces projets de loi. J'attends de voir tout ça. D'accord. Finalement, est-ce que aujourd'hui, avec le poids de l'opposition, toute tendance cumulée, on a 91 députés sur les 254, pour rappeler qu'à Niakaramandougou, précisément dans la circonscription d'Arikoka, le vote n'a pas eu lieu, reporté donc à la suite du décès d'une candidate. Mais déjà, est-ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui peut contrebalancer le pouvoir exécutif comme on le voit ailleurs? Je ne crois pas, parce que quand on suit les exemples des législatures passées, les députés qui parfois se sont comportés un peu comme des moutons de Panurge, c'est-à-dire le prolongement de l'exécutif, il y a lieu de ne pas croire qu'il y a une Assemblée nationale qui va être un contrepoids à l'exécutif. Normalement, les 254 députés n'appartiennent plus à leur formation politique, n'appartiennent plus à leur localité, parce que ce sont les représentants nationaux. Et l'article 96 de la Constitution dit que lorsque vous êtes élu député, vous êtes un représentant national et vous n'avez pas de mandat impératif. Cela devait pouvoir permettre aux députés de jouer librement son rôle de contrôle de l'exécutif et de défendre les intérêts de la population comme elle le réclame tout à l'heure dans les éléments qu'on a. Alors, dernière question avec vous. Quelles sont les leçons à tirer de ce scrutin-là? Ben moi, la première leçon que je peux déjà dire et que je voudrais peut-être que chaque Ivoirien puisse s'approprier, c'est qu'on peut faire des élections sans forcément que ça débouche sur des violences. Et ça, ces élections législatives que nous venons de faire doivent être pour nous, si on veut un précédent. C'est-à-dire désormais, il faudrait que tout soit mis en œuvre, il faut qu'on sorte des élections de cette manière. S'il y a des contestations à faire, on suit les voies légales qu'il faut. Ça, c'est déjà la première leçon. La seconde leçon aussi, c'est que, quelles que soient les aversions qu'on peut avoir, quels que soient les ressentiments qu'on peut avoir, il n'est pas nécessaire de s'extirper du jeu politique. C'est parce que ça peut laisser le champ libre à une situation monocolore et après, on va aller avec tous les dérives que cela peut comporter. Donc, il est important qu'on puisse, en dépit de tous les ressentiments qu'on peut avoir, continuer à prendre part à la vie politique de la nation. Troisième chose qu'on peut retenir, c'est qu'il est important que chaque Ivoirien comprenne que la politique
n'est pas forcément des conflits, n'est pas obligé que la politique débouche sur des conflits ou que des élections débouchent sur des conflits. On est adversaire, mais pas ennemi. Voilà, et qu'on peut finir des élections, se retrouver et continuer à vivre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et je veux que vraiment cette leçon-là, elle puisse servir à toute la population, que chacun se l'approprie, de sorte que les prochaines consultations qui soient à venir, soient des consultations qui soient des consultations apaisées et qui nous permettent de définitivement rentrer dans la cour de ces nations démocratiques-là, ces nations qui sont ancrées, parce que celles aujourd'hui qu'on cite en exemple sont passées aussi par des moments de troubles et autres, mais qui aujourd'hui se sont stabilisées. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec ces législatives, on prend le pari de la stabilité pour le long terme. 10 secondes. Peut-être que c'est l'occasion de dire encore merci au candidat OD, qui est le premier, avant la proclamation officielle des résultats, a appelé son adversaire à faire un poste. Pour et à tous ceux qui ont emboîté le poids aussi. Il a salué. Alors, merci Sylvain Nguessan, docteur Bengali Ngoran. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Laure-Union Guédé de Daloa. Vous avez effectué le déplacement jusqu'ici. Merci d'être venu. Merci également à Élisée, à Félix Boni. C'est la fin de cette émission consacrée au décryptage des élections législatives 2021. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur RTI 1.